Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette nouvelle émission, les éphémérides du mois de novembre 2021. Alors nous sommes heureux d'accueillir donc Mathieu et Pascal, nos deux astronautes amateurs dans le 49. Et nous sommes heureux aussi de nous retrouver en présentiel pour cette émission, ça faisait longtemps. Sans masque. C'est ça. Oui, sans pour une masque. fois. Ça fait plaisir. Et donc ce mois-ci, nous avons prévu de voir notamment dans les événements l'opposition d'Uranus, entre autres, et puis aussi une pluie d'étoiles filantes, celle des Léonides, parmi d'autres aussi événements que nous verrons. Nous verrons aussi, nous vous détaillerons la visibilité des corps principaux du système solaire, comme chaque mois. Et puis bien sûr, nous résumerons l'activité du Soleil du mois dernier. Et donc pour commencer, eh bien, sans tarder, nous allons parler de ce premier événement qui se déroule le 1er novembre. Et c'est la comète 67P Churyumov-Gerasimenko qui est à son périhélie. Alors Mathieu, que peux-tu nous dire sur cette comète ? Alors, eh bien, cette comète, en fait, lorsqu'elle atteint son périhélie, c'est à 1,205 UA du Soleil. Donc, c'est-à-dire qu'elle orbite, son périhélie orbital est à peine plus éloigné que l'orbite terrestre autour du Soleil. Donc, elle va se rapprocher quand même assez proche de la Terre. Sa magnitude estimée, logiquement, le 1er novembre, mais bon, je dis logiquement parce que les comètes, c'est toujours assez aléatoire, devrait être d'environ plus 10. Ça veut dire que, à l'œil nu, c'est pas la peine de tenter l'observation. Aux jumelles, non plus. Par contre, avec un petit instrument d'amateur, eh bien, vous pourrez tenter d'essayer de dégoter cette belle comète. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Churyumov-Gerasimenko. Je fais appel à votre réflexion. Quelques petites secondes. C'est russe. Alors, les découvreurs, sans doute. En fait, Churyumov-Gerasimenko a un petit nom pour les intimes. On l'appelait il y a quelques années, on l'appelle toujours d'ailleurs, Tchouri. Oui, c'est ça. Et là, ça vous rappelle peut-être une mission spatiale qui a été effectivement visiter cette comète il y a quelques années. Je crois que c'était en 2015, si je ne me trompe pas, ou un petit peu avant peut-être, avant la mission New Horizons qui a visité Pluton. Et cette sonde qui a été la visiter, c'était la sonde Rosetta, qui était une sonde européenne. C'était de l'Agence spatiale européenne. Et elle avait largué à la surface de cette comète un petit atterrisseur qui s'appelait Philae. Voilà. Et ce petit atterrisseur ainsi que cette sonde spatiale nous ont fait des images d'un point de vue inégalé sur la surface de cette belle comète. Eh bien, cette fois-ci, on ne va pas la voir simplement en photo, on la verra aussi depuis notre jardin avec un télescope. Alors comment on fait pour observer Churyumov-Gerasimenko? Eh bien, elle se trouve dans la constellation des Gémeaux. Donc la constellation des Gémeaux, c'est une constellation qui s'observera au mois de novembre quasiment toute la nuit. Donc vous pourrez l'observer dès le début de soirée. L'idéal étant le milieu de nuit pour que la constellation des Gémeaux soit le plus haute possible dans le ciel et que vous puissiez avoir un maximum de résolution également sur la comète. Alors il faut savoir que le 1er novembre, eh bien, Churyumov-Gerasimenko sera quasiment à mi-chemin entre les étoiles Pollux, donc de la constellation des Gémeaux, et Meb-Suta. Voilà, un astre qui est de 3e magnitude au bas du corps de Castor. Castor qui est en fait l'autre jumeau des Gémeaux. Petit jeu de mots. Le 8, elle croisera non loin de l'étoile Pollux. Alors là, c'est intéressant parce que ce sera un jalon qui vous permettra de mieux trouver la comète. Alors, commencez par pointer l'étoile à faible grossissement, 30 fois un maximum, puis avec votre instrument optique, eh bien, effectuez un mouvement de rotation avec Pollux pour axe central, donc en fait tournez autour de Pollux. Ce balayage visuel est la méthode la plus sûre pour trouver 67P de Churyumov-Gerasimenko. Alors, c'est à tenter plutôt en fin de nuit, quand les Gémeaux culminent dans le ciel. Voilà, entre le milieu et la fin de nuit.
D'accord. Et on peut peut-être tenter de la photo, non? Alors on peut aussi tenter de la photo, évidemment. Alors là, ça ne devrait pas être trop compliqué puisque la magnitude est de 10. Donc là, même une simple photo brute, à partir du moment où vous mettez votre appareil réflexe au foyer de votre instrument, peu importe l'instrument, que ce soit une lunette de 80, un télescope de 150 ou un gros Dobson de 300 mm ou que sais-je encore, eh bien vous pourrez l'avoir. Alors le temps de pause peut-être 20-30 secondes et la sensibilité autour 800-1600 ISO selon les capacités, la qualité de votre appareil photo et puis aussi son ancienneté peut-être. D'accord. Juste avec un télescope de 80 mm, est-ce qu'on peut espérer quelque chose? Alors, en visuel, oui. En photo, d'autant plus. Voilà. Il faut savoir qu'avec la photo, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous pourrez faire en visuel. Donc voilà, Ouais. une tentation vraiment appréciable pour tous, puisque même au jumelles on pourra l'observer. Merci donc Mathieu pour cet événement. Le 5, nous avons l'opposition d'Uranus. Donc est-ce qu'on va bien pouvoir observer cette belle planète? Et oui, alors vous avez remarqué que c'est la première fois eh bien, que Uranus passe à l'opposition au mois de novembre, puisque eh bien, l'année dernière, elle était encore à l'opposition au mois d'octobre. Alors en fait, Uranus, c'est un peu enfin, on entre un peu dans le même domaine que ce qu'on a vu au mois de septembre avec Neptune, même si effectivement l'observation est un petit peu différente, mais globalement, ne vous attendez pas à quelque chose de plus spectaculaire que Neptune. Hein. Si vous avez du mal à voir Neptune, bon, vous verrez un peu mieux Uranus, mais ça reste des objets qui... Moi, j'aime bien dire, quand on parle d'Uranus et Neptune, qu'en fait, c'est la porte de sortie du planétaire et la porte d'entrée vers le ciel profond. On est un peu à cheval entre les deux, plus tout à fait sur du planétaire, mais pas encore tout à fait dans le ciel profond. Parce que là, en fait, souvent dans le planétaire, on dit que bon, la pollution lumineuse n'impacte pas les observations planétaires. Par contre, elle impacte beaucoup sur le ciel profond. Uranus et Neptune, ça commence à impacter. Quand vous avez de la pollution lumineuse et notamment la pleine lune, je vous déconseille d'observer ces deux planètes-là lorsque vous avez une pleine lune qui est à côté, ou en tout cas une lune qui a une phase déjà bien avancée, parce qu'en fait la luminosité qui est très forte va illuminer le fond de ciel et vous allez avoir du mal à trouver votre astre. Neptune d'autant plus qu'Uranus en fait. Alors où est-ce qu'on va trouver Uranus ? Eh bien, elle navigue actuellement dans la constellation du Bélier. Alors, ça fait déjà quelques années maintenant. Elle est à mi-chemin entre les étoiles Hamal, qui est l'étoile principale de la constellation du Bélier, et Menkar, qui est la constellation principale, qui est l'étoile principale, je crois, de la constellation de la Baleine. Voilà. Peut-être pour faire de la photo, non ? Alors, la photo, donc, vous aurez rien de véritablement intéressant dans des petits instruments. Au milieu, ce que vous pouvez espérer avoir, c'est une petite bille bleu verdâtre. C'est à peu près la même chose que ce que vous aurez en aspect visuel, surtout si vous observez en lumière blanche, en lumière naturelle. Après, si vous tapez dans les filtres, alors il y a pour Uranus et Neptune, l'idéal c'est des filtres infrarouges. Mais alors il faut avoir le matériel qui va avec parce que les filtres infrarouges, les filtres rouges, tout ça, ça va vous faire perdre en transmission lumineuse. Et donc vous allez être obligé de pousser dans les limites de retranchement les paramètres de votre appareil photo. Donc tablez sur des gros instruments si vous voulez imager Uranus et Neptune en infrarouge. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez observer des détails autres que ce que vous pourrez faire en visuel. Notamment la calotte polaire. Actuellement, Uranus présente, je crois, pas de pleine face, mais légèrement de profil, elle présente son pôle nord. Et en présentant son pôle nord, elle présente aussi une calotte polaire, qui est en fait une calotte de nuages, un peu plus claire que le reste de la surface, mais qui n'est visible quasiment que dans l'infrarouge, ou en tout cas dans la lumière rouge. Alors, cet événement-là, on peut aussi le coupler avec d'autres phénomènes qui se déroulent à la surface d'Uranus, mais aussi de Neptune. Il se déroulent de temps à autre des tempêtes.
des tempêtes qui se traduisent sous la forme de points brillants à la surface d'Uranus et Neptune, qui sont en fait des nuages, des bancs de nuages blancs et brillants, qui sont des zones orageuses sur la planète, sur les planètes. Et il faut savoir que ces événements-là, alors malheureusement là cette année j'ai regardé un petit peu les dernières astrophotos que présentaient des astronomes amateurs, notamment entre les mois de septembre et octobre. Et eh bien il s'avère qu'il n'y a pas d'événements de ce genre actuellement sur Uranus. Donc voilà, mais vous pouvez tenter quand même la calotte polaire d'Uranus. Et alors ce genre d'événement, en fait on l'observe depuis relativement peu de temps. Les premières observations et imageries qui ont été faites, ça a été grâce en fait à l'avancée des technologies d'imagerie adaptative qui ont notamment pris jour grâce au télescope spatial Hubble, mais aussi grâce aux instruments terrestres, hein, bien évidemment. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc ça s'est passé à peu près dans les années 90, on a pu commencer à imager Uranus et Neptune et à découvrir des nuages discrets qui traînaient à leur surface et qui étaient justement des événements orageux et tempétueux à la surface. Alors, avant cette période-là des années 90, on a relativement peu de données qui nous permettent de penser qu'il y avait des événements de ce genre, parce que les technologies étaient peu évoluées à ce moment-là. À noter quand même que bien longtemps avant, à la fin du 19e siècle, on a quand même retrouvé quelque chose, c'est-à-dire que, en fait, on a découvert un événement exceptionnel, une caractéristique occasionnelle de ce genre sur Uranus. C'était en 1884, entre les mois de mars et avril, lorsque un groupe de 3 astronomes qui s'appelaient Henri-Joseph Perrotin, Norman Lockyer et Charles Trépied, en fait, ont observé un point lumineux et allongé, alors vraisemblablement une tempête, qui faisait le tour de l'équateur. Mais à part cette observation-là qui était dans les annales historiques, hein, on n'a absolument aucun autre événement de ce genre entre le 19e et le 20e siècle, par exemple. Voilà. Et depuis les années notamment 2010-2015, les astronomes amateurs, notamment avec l'avancée des technologies aussi dans le domaine amateur, hein, ça suit le domaine professionnel, eh bien les amateurs commencent eux aussi à pouvoir faire ce genre d'imagerie sur Uranus et Neptune. Voilà. Mais il faut du bon matériel et un peu d'expérience. Oui, pour pouvoir l'observer. D'accord, donc ce qu'on peut dire sur Uranus, le 17 novembre, vous pourrez admirer la pluie des météores Léonides. Alors Pascal, peux-tu nous dire ce qu'il va en être de cette pluie de météores? Les étoiles filantes, c'est toujours quelque chose qui nous émerveille. Hein. Quand on regarde comme ça, c'est ce que l'on voit dans le ciel profond. Hein. Alors, c'est ce qu'il y a de plus facile aussi à observer. Ouais. En plus. Pas besoin d'instruments là. Non. Uniquement les 2 yeux. C'est ça, dans la mesure où ils sont bien dilatés aussi. On va en parler un petit peu. Bien sûr. Donc alors effectivement, hein, les Léonides, appelés aussi Delta Léonides, donc proviennent de la constellation du Lion. En fait, c'est une pluie d'étoiles filantes qui est causée par le passage de la comète Tempel-Tuttle, en fait, qui va tourner autour du Soleil tous les 33 ans. Alors, pourquoi Tempel-Tuttle? Tout simplement des noms de ces 2 découvreurs. Dans les années 1865 et 1866, Ernest Tempel et Horace Tuttle donc vont découvrir un petit peu cette comète qui a en fait un diamètre d'à peu près 4 km. D'accord. Et bien sûr qui va donc faire le tour du Soleil tous les 33 ans et qui va lâcher bien sûr des débris de poussière et de glace comme toutes les comètes. Et puis c'est le passage en fait bien de la Terre dans son sillage qui va nous permettre de voir effectivement ces étoiles. Hein. Alors effectivement, en pénétrant dans l'atmosphère, eh bien ces débris vont faire des traits lumineux dans le ciel nocturne pour le plus grand plaisir de nos pupilles, bien dilatées en cette occasion. Pourquoi je dis bien dilatées en cette occasion?
Eh bien, tout simplement parce que cette année, il n'y en aura pas beaucoup. En fait, oui, on parle de 15 météores à l'heure. 15 météores à l'heure, c'est pas beaucoup. D'autant que les Léonides nous a quand même doté de beaucoup plus d'étoiles que cela. Bien sûr, dans le passé, il y a eu même des fois plusieurs centaines de météores à l'heure. Ouais. Donc là, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il va falloir bien dilater ces pupilles. Alors comment le faire? Eh bien, déjà abandonner les sources lumineuses. Ça, c'est le bœuf à bas qu'on peut explorer. Et la première source lumineuse, c'est la Lune. Tout à fait. Ouais. Alors, le moment idéal, eh bien, c'est en fait juste un petit peu avant minuit. Comment s'installer? Eh bien, le mieux, bien sûr, c'est le plus à l'horizontale possible, et les pieds à l'est. Et puis, on va habituer, en fait, nos pupilles à bien se dilater. Donc, on va s'habituer à la pénombre, comme ça, pour ne pas rater, justement, les quelques étoiles que l'on va pouvoir observer. Sa vitesse, on parle d'une vitesse de 71 km/s. Donc, voilà. Donc d'autant plus qu'il n'y en aura pas beaucoup, elles vont passer vite. Donc on va essayer de ne pas les rater. Voilà ce que l'on peut dire. Et surtout, petit détail aussi très intéressant, c'est que on a dit qu'on va les avoir en fait surtout du 14 au 21 novembre, avec un maximum le 18 novembre. Eh bien, le 18 novembre, en novembre, enfin, le 18 novembre, c'est toujours en novembre. Oui. Exactement. C'est ça. Mais en tout cas, il va faire très froid. Donc, le mieux, c'est quand même d'être bien, se couvrir, bien évidemment. D'être bien couvert comme ça. Et puis, on peut... en espérant que les nuages ne soient pas de la partie. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, mais voilà. Ça on parlait de la Lune tout à l'heure, effectivement, 2 jours après, malheureusement, c'est la pleine Lune. C'est ça. Donc ça veut dire que la Lune, le 17 notamment, et les jours précédents et suivants, sera quand même bien présente dans le ciel, ces nuits-là. Alors essayez de le faire plus avant le 17, l'observation, plutôt qu'après le 17, parce que la Lune sera trop présente. Malheureusement, voilà, c'est ça. Surtout qu'on peut en avoir jusqu'au 30. Mais voilà, plus tôt on les fait, plus tôt on a de chances de pouvoir se rassasier. C'est ça. Et bien justement, on parlait de la Lune. Et le 19 novembre, c'est l'éclipse partielle de Lune. C'est un cadeau empoisonné. Pourquoi je dis que c'est un cadeau empoisonné? Parce qu'en fait, malheureusement, la visibilité de cette éclipse... C'est un mauvais mois de novembre. Eh bien, on n'en aura que l'apéro. Oui, d'accord. Parce que, en fait, donc, juste pour parler de la visibilité, eh bien, qui seront les privilégiés dans cette affaire? Eh bien, ce seront ceux qui seront en Amérique du Nord, en Océanie, en grande partie. Voilà. Alors, partiellement en Australie, en Extrême-Orient et en Amérique du Sud. Mais par contre, pour ce qui est de la France, eh bien, ce sera très difficile et on n'en verra qu'une infime partie. Et l'Ouest sera la région la mieux lotie. Donc pour nous, on a de la chance, mais plus on sera vers l'ouest, mieux ce sera. Donc, avantage aux Bretons, bien évidemment. C'est ça. Alors, parlons un petit peu des horaires lors desquels va avoir lieu cette éclipse. Eh bien, déjà, l'entrée dans la pénombre qui va se faire à 7h02. Alors, l'entrée dans la pénombre et la sortie de la pénombre, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant parce que la pénombre, en fait, c'est juste une très légère diminution de la lumière sur la Lune. C'est pratiquement pas visible à l'œil nu, en fait. On a l'impression que la Lune reste toujours la même luminosité. Là où ça devient intéressant, c'est l'entrée dans l'ombre. Là, on voit que c'est très net, parce que la Lune commence à s'assombrir. Alors, ça se passe à 8h18. Et malheureusement, à Brest, la Lune se couche à 8h31, précisément. Donc vous aurez même pas 10 minutes pour tenter l'observation, et encore, ça sera en bord de mer, parce qu'il faudra un horizon extrêmement dégagé, parce que la Lune sera vraiment très basse. Bon, vous voulez la suite quand même? Quand même, allez. Allez. Le maximum, eh bien, ce sera 10h02. La sortie de l'ombre s'effectuera à 11h47. La sortie de la pénombre à 13h03. Voilà. Donc en fait, la grande majorité, ce sera en pleine journée, vous l'avez compris.
Et ce sera à chercher bas sur l'horizon ouest. Ok. Faut être motivé. Et donc, pour finir les événements, nous avons le 27, c'est la planète naine Cérès, qui est observable toute la nuit et qui va frôler l'étoile Aldébaran dans la nuit du 6 au 7. Eh ben, je pense que là, Nathan, tu as tout dit, en fait. C'est ça. Donc, alors, bon, globalement, Cérès, elle va être observable dans la constellation du Taureau. Et la constellation du Taureau, l'étoile principale, eh bien, c'est Aldébaran. Alors, elle va naviguer un petit peu, hein, entre les mois d'octobre, novembre, elle va naviguer tout au long de la constellation du Taureau. Cérès, c'est un astre qui est assez proche de nous. Alors, un tout petit peu plus loin, enfin, un peu plus loin de nous que Mars. Mais du coup, ça se déplace assez vite dans le ciel, hein, sur le fond apparent du ciel. Et donc, dans la nuit du 6 au 7 novembre, eh bien là, il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. On est presque sur une occultation, tellement Cérès sera proche de l'étoile Aldébaran. Mais c'est vraiment très, 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 très proche. Alors, je ne pourrais pas vous dire, malheureusement, à quel écart précisément ça va se jouer, mais ça va se jouer certainement à quelques secondes d'arc, hein, parce que c'est vraiment très, très proche. Il faut savoir qu'en fait, Cérès, c'est un astéroïde qui est à 2,7 unités astronomiques, c'est-à-dire 2,7 fois plus loin du Soleil que la Terre, à comparer avec Mars qui est 2 fois plus loin du Soleil que la Terre. La magnitude apparente de Cérès, c'est plus 7. Donc là, à cette occasion, le 27 et les quelques jours précédents et suivants, eh bien, vous pourrez tout à fait observer Cérès. Alors non pas l'œil nu, malheureusement, 7 c'est un petit peu trop faible, mais par contre dans une paire de jumelles, pas de souci. Et puis dans un télescope, bien entendu. Le diamètre apparent de Cérès, lui, il est de 0,74 secondes d'arc. Alors 0,74 secondes d'arc, c'est la résolution théorique maximale d'un instrument de 150 mm d'ouverture. Alors pourquoi je dis théorique? Parce que c'est dans des conditions parfaites d'observation, hein, sous un ciel bien pur, bien transparent, avec un minimum de turbulence possible, voire aucune, ce serait mieux, et un fort grossissement. Le problème, c'est que sur Terre, des conditions parfaites n'existent quasiment nulle part. Donc en fait, pour pouvoir observer de Cérès autre chose qu'un simple point lumineux qui ne grossira pas, même en changeant d'oculaire. Il faut demander à Thomas Pesquet. Alors il est un petit peu plus proche, hein, mais malheureusement pas assez de Cérès. Voilà. Donc non, il faudrait tabler sur des télescopes largement supérieurs à 200 mm pour pouvoir tenter de voir quelque chose de légèrement supérieur à un point lumineux. Mais ce sera quelque chose de pâteux et de flou. Voilà, ne vous attendez pas à voir des cratères et des détails, hein, comme le célèbre cratère au Cator sur la surface de Cérès. D'accord. Merci donc pour tous ces événements que nous pourrons observer au mois de novembre. Alors maintenant, nous allons passer à l'activité du Soleil. Alors, on peut résumer l'activité du Soleil du mois de octobre. Oui, alors depuis la fin septembre, il y a 2 groupes de tâches importants qui s'opposent sur la face solaire visible. Le premier, eh bien, c'est AR 2877, qui abrite un potentiel d'énergie capable de gérer des explosions de classe M. La seconde, AR 2880, est plus stable et magnétiquement plus simple, mais n'est pas aussi menaçante. Aucune des deux ne frappera en premier. Le 4 octobre apparaît une nouvelle grande tache solaire, AR 2882. Alors, sera-t-elle plus entreprenante que ses prédécesseurs? Que nenni. Elle est certes grande, mais silencieuse, faute à son champ magnétique simple de classe A alpha. Du moins, c'est ce que l'on croyait au départ. Car le champ magnétique va tout de même s'instabiliser et la tache s'agiter avec une première éruption le 7 octobre de classe C5, puis une seconde le 9 de classe M1,6, avec une éjection de masse coronale dirigée vers la Terre qui l'atteindra le 12, avec une force provoquant une tempête géomagnétique de classe G2 sur une échelle allant jusqu'à G5.
Au même moment, la région active AR 2882 se désagrège magnétiquement en apparence, pour mieux revenir en force. Le lendemain, après réorganisation, son champ magnétique redevient bêta-gamma. Cela durera au moins jusqu'au 16 octobre, date à laquelle la tache encore bien portante disparaîtra sur la face cachée du Soleil. Pour ne laisser aucun vide, une autre tache, AR 2886, apparaît le 18 octobre de l'autre côté du disque solaire. Elle ne présente pas de menace pour les éruptions solaires. Le 22, par contre, une autre tache émergente, AR 2887, va tout de suite se poser en maîtresse des lieux. Mais elle apporte aussi des questionnements. En effet, elle présente deux noyaux primaires de taille similaire à la Terre. Cependant, alors qu'habituellement les noyaux principaux ont des polarités magnétiques opposées, ceux d'AR 2887 sont tous deux négatifs. Dans ce cas, s'agirait-il non pas d'une, mais de deux taches solaires coincées à proximité immédiate ? Quoi qu'il en soit, l'activité solaire ne va cesser de croître alors qu'arrive la fin du mois. Et ça se voit d'autant plus que, en fait, le cycle solaire 25, d'après les prévisions météo de l'activité solaire, eh bien, continue de surperformer par rapport à ce qui était prévu. Et le nombre de taches solaires pour 2021 était le plus élevé en 5 ans. Et pour le 11e mois consécutif, un peu plus maintenant, eh bien, le nombre de taches solaires a largement dépassé les prévisions officielles. De quoi peut-être tabler sur un cycle solaire 25 qui serait un petit peu plus fort en activité que ce que les astrophysiciens avaient prévu au départ. Ça se réchauffe. Oui, voilà. Voilà donc pour ce qui est du Soleil du mois d'octobre. Maintenant, nous allons passer à la visibilité donc, des corps principaux du système solaire, et à commencer par la Lune. Donc le 4 à 23h14, ce sera la nouvelle Lune. Le 6 à minuit 23, la Lune est au périgée. Le 11 à 14h46, c'est le premier quartier de la Lune qui sera visible. Le 19 à 10h58, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera la pleine Lune. Le 21 à 4h14, la Lune est à l'apogée. Et le 27 à 14h28, c'est le dernier quartier de la Lune qui sera visible. Mercure, alors elle sera difficilement visible peu avant le lever du Soleil au début du mois. Et à partir de la mi-novembre, elle sera inobservable. Vénus, on pourra la voir en tout début de soirée, en ce mois de novembre. Mars, alors elle sera malheureusement inobservable au début du mois, et vers la fin du mois, on pourra l'observer, mais très difficilement avant le lever du Soleil. La planète naine Cérès sera observable toute la nuit. L'astéroïde Pallas sera observable en première partie de nuit au début du mois, et seulement en début de nuit à la fin du mois. L'astéroïde Junon sera observable en début de soirée, et l'astéroïde Vesta sera malheureusement inobservable. Jupiter, on pourra l'observer en début de nuit, en ce mois de novembre. Saturne, de même, observable en début de nuit. Uranus, donc, comme elle passe à l'opposition le 5 novembre, elle sera observable toute la nuit. Neptune, on pourra l'observer une bonne partie de la nuit au début du mois, et à la fin du mois, elle sera observable qu'en première partie de nuit. Et enfin, la planète naine Pluton, on pourra l'observer en début de soirée. Voilà donc la fin de cette émission. Donc, je vous cite juste un ou deux événements du mois de décembre, ce que nous verrons le mois prochain dans Éphémérides. Nous aurons notamment le 6 décembre l'éclat de Vénus qui atteint son maximum. Et puis nous verrons aussi des pluies d'étoiles filantes comme les Géminides le 14. En tout cas, eh bien, comme vous avez peut-être pu le constater sur notre chaîne, nous passons un cap. La chaîne qui a été créée il y a
presque 3 ans maintenant, nous passons le cap de la 100e vidéo avec ces éphémérides de novembre. Bravo! Bravo, bravo! Et voilà. Nous tenons donc à... Vous l'avez fait. Voilà, on l'a fait, on l'a tous fait. C'est ça. Vous l'avez vu. Exactement. Nous tenons donc à remercier tous ceux qui nous suivent fidèlement sur notre chaîne. Et donc maintenant vous êtes déjà plus de 380 à nous suivre et donc nous sommes très heureux de cela. Donc nous vous invitons à continuer de partager notre chaîne à vos amis, à votre famille, pour qu'ainsi le contenu de notre chaîne puisse être vu par beaucoup de monde. En tout cas, vous pouvez sur notre chaîne retrouver différentes vidéos, donc comme les éphémérides, mais vous avez aussi l'actu astro en bref, et puis des vidéos du ciel profond qui sont très intéressantes pour ceux qui font notamment du ciel profond. Sans oublier le bêtisier de chaque année. Ah oui, oui. C'est ça. D'ailleurs, le prochain ne devrait pas tarder. C'est ça, celui de 2021. Mathieu, je tenais aussi à présenter ta chaîne, hein, l'Explorateur du Ciel. N'hésitez pas à y faire un tour parce que vous avez du contenu très intéressant. Et je remercie aussi ceux qui se sont abonnés. Il y a déjà plus de 150 personnes. Donc voilà, et puis moi je présente évidemment du contenu plus pratique, plus sur le terrain. Mais voilà, ça complète finalement cette chaîne Astronature 49. C'est ça. Donc en tout cas on vous remercie de nous avoir suivis encore une fois pour cette nouvelle vidéo et on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes en espérant que vous ayez du beau temps. Bon ciel.